Alors je vais essayer d'être dans le timing et vous présenter directement donc, cet artiste qui est Didier Vermeyren, un artiste belge né en 1951 à Bruxelles. Et ce qui va m'intéresser dans le travail de Didier Vermeyren, c'est donc dès les débuts son travail de réplique de socle, dans lequel il s'est engagé en interrogeant ce que peut être la copie, tout en embrassant l'histoire de la sculpture. Alors, sa première reprise de socle date de 1978, qui faisait alors référence donc, au socle supportant Saint-Jean-Baptiste de Rodin et provenant du MoMA. Il travaillait donc alors à New York et il s'agissait de faire la réplique exacte du socle qu'il avait pu voir dans le musée, donc de le reproduire en bois et de le peindre. Donc il s'agit d'un socle comme il pouvait exister dans le musée. À l'époque, on ne comprenait pas bien les débuts du jeune artiste et on plaçait la démarche donc de ce sculpteur à la croisée d'un post-minimalisme et d'un art conceptuel. Comme Anne a pu parler de méta-peinture, comme on peut aussi parler de méta-théâtre, moi je parlerai de méta-sculpture pour présenter le travail de Didier Vermeyren. C'est-à-dire, il fait de la sculpture qui nous parle d'une sculpture, de la sculpture, dans une mise en abîme interrogeant l'histoire de la sculpture, mais aussi ses moyens de présentation, de production et surtout de reproduction. Nous nous concentrerons dans cette étude sur ces sculptures d'après-socle, et nous verrons qu'il cite très souvent l'œuvre de Rodin, qui avait lui-même un rapport particulier à la reproduction, à l'assemblage, en tant que processus créatif. L'histoire de la sculpture, mais aussi du multiple, portera donc notre étude où nous considérerons deux procédés liés à la reproduction que sont les techniques du moulage et de la photographie. Alors ce premier point donc, s'ouvre sur le moulage. On voit là une photo de l'atelier de Vermeyren en train d'ouvrir un moule à pièces en plâtre. Alors, hormis les premières œuvres qui reproduisent de manière exacte, comme vous avez pu le voir à New York avec le socle du MoMA, c'est-à-dire un socle en bois, la majorité des œuvres liées aux répliques de socle sont liées au moulage, en grande partie en plâtre, et on verra qu'il y a d'autres procédés de reproduction. Ces techniques de moulage permettent à l'artiste donc de reproduire le socle d'une sculpture repérée dans un musée, en utilisant les moyens de la sculpture, du modelage, du moulage, mais aussi, lié au moulage, de la fonte. Il se documente donc sur l'œuvre et le socle qui l'intéresse, le mesure, le photographie, et va reproduire généralement un noyau en bois qu'il recouvre de terre pour modeler le socle, comme s'il s'agissait d'une sculpture en ronde-bosse. Et donc ça va être ce modelage en terre qu'il va venir mouler. Par le titre qu'il donne à ces sculptures, il nomme le socle et donc permet de rester lié à la sculpture qui est supportée. C'est donc un signe indiciel qui est utile à Vermeyren pour que le socle devienne sujet et ne soit pas un simple parallélépipède. Alors, on va voir que cette approche de ce qui fait socle et de la copie peut être mise en question avec les propos d'Alan van der Oswalt, qui refuse justement de parler de copie, bien que ce soit un terme qui est souvent utilisé pour parler des répliques de socle. Alan van der Oswalt, pour le catalogue de l'exposition Consortium de Dijon, écrit ceci, je cite, « À juste titre, on objectera qu'un socle, précisément, ne se copie pas, en vertu de sa nature indicielle. Si le modelé d'une terre m'engage à reconnaître éventuellement la représentation d'un homme, je ne verrai jamais dans le socle qui le supporte qu'un socle, fût-il modelé. » Alors, les répliques de socle de Didier Vermeyren ne sont pourtant pas de simples socles non plus, ni des parallélépipèdes, ni complètement des socles. Ces œuvres se situent dans un entre-deux inconfortable, car on reconnaît les moyens de la sculpture, tout en identifiant des corniches et des moulures issues du soclage traditionnel. Dans ces répliques, il engage à la fois l'histoire de la sculpture moderne et les moyens de monstration de nos institutions. Une confusion s'installe et finalement un décloisonnement peut s'envisager
entre l'objet d'art et le mobilier muséal qui cherche à le valoriser. À l'inverse, le fait d'affirmer qu'il s'agirait d'une copie, comme peut le faire Michel Gauthier, ok, merci, donnerait de la valeur à ce qui n'en avait pas. Donc je vais citer ici Michel Gauthier qui annonce « Si la copie valorise l'original, puisqu'elle suppose que celui-ci mérite d'être dupliqué, il est alors permis d'affirmer que les répliques de Vermeeren éhaussent les socles qu'elles reproduisent. » Alors le terme éhausser que je souligne dans le texte me paraît intéressant car il nous indique un déplacement physique qui surélève le socle du sol pour le hisser finalement au niveau de la sculpture. C'est un déplacement que l'on retrouve dans les dédoublements que produisent justement ces copies. Car le moulage permet de copier, de reproduire, mais aussi de démultiplier les formes. Ainsi, l'artiste dédouble le socle pour mettre en place une formule sculpturale, presque un théorème, que Michel Gauthier résume de la sorte en annonçant « un socle plus un socle égale une sculpture ». L'élément répliqué dans cette sculpture que vous voyez donc à gauche est le socle supportant Adam d'Auguste Rodin, qui se trouve au musée Meudon. Et donc, le titre annonce Plâtre 1985, socle du musée Rodin de Meudon, donc l'origine du socle. L'année suivante, donc en 86, il produit une sculpture issue du même moule, mais présentant cette fois-ci 2 tirages, l'un sur l'autre, tête bêche. Le titre de cette œuvre ne précise plus les détails concernant la provenance du socle, mais annonce là simplement le titre de la sculpture, Adam, comme si 2 socles l'un sur l'autre devenaient vraiment autonomes et devenaient la sculpture. Les techniques de moulage peuvent dédoubler, mais aussi démultiplier une forme, en produisant plusieurs tirages, et c'est ainsi que le socle deviendra un élément de base dans l'accumulation combinatoire que Vermeeren met en place. Ces 3 formes reposent l'une sur l'autre afin d'ériger finalement cette sculpture qui nous dévoile là la nature de la sculpture, c'est-à-dire les coulisses de sa production. Dans ce jeu de combinaison et d'inversion, l'artiste oppose le plein et le vide, la surface et la forme, mais aussi l'arrière-plan, nous montre cet arrière-plan en creux, grumeleux de filasse et armé de tiges métalliques pour maintenir la solidité de la forme moulée. Ce qui me paraît important dans cette accumulation se trouve justement au niveau de ces éléments retournés qui nous permettent de voir, d'apercevoir le montage d'une sculpture en plâtre. L'artiste expose la réalité de la sculpture, sa nature et ses contraintes physiques. Le moulage est alors autant le sujet, un moyen de reproduction, que le sujet de la production. Il expose d'ailleurs, par rapport à l'appel aux armes, là, que vous voyez en 97, il présente les années suivantes, en 99, le groupe, l'appel aux armes, en exposant directement les moules. Dans cette œuvre, ce n'est plus à travers le plein de la forme que le socle apparaît, mais dans le vide du moule, ouvert face contre ciel, dans ce creux matriciel qui se réfère à la réplique du socle modelé. Le moule est lui-même éhaussé, puisqu'il est exposé sur la forme qu'il a reproduite, c'est-à-dire sur la réplique d'un socle. Ainsi nous apparaît soclé, comme on peut le voir ici avec Monument à Victor Hugo, ou encore une autre version d'Adam. C'est-à-dire que le moule à pièces en plâtre est monté à gauche, ou démonté, juste accumulé à droite, et éhaussé, soclé par la pièce qu'il a pu produire. En rapprochant le tirage du moulage, Didier Vermeeren affirme son rapport à l'empreinte, aux multiples, qui se forment dans le vide et le plein, dans le négatif et le positif. On trouve dans le corpus des répliques de socle de Vermeeren ce genre de moule à pièces, mais aussi plus rarement des moules en silicone avachis sur la réplique de socle qu'il a pu produire, comme ici pour l'âge d'airain de Rodin. Dans cette œuvre, ce qui m'intéresse particulièrement, pour une fois, ce n'est pas le mou et l'avachissement, mais ça va être plutôt la production en bronze de ce socle, car l'artiste souhaitait pour cette pièce faire référence à la matière dans laquelle les sculptures ont été réalisées. De nombreuses répliques de socle de Vermeeren font
Ainsi, donc, reproduisent les dimensions du socle, mais aussi les matériaux. C'est-à-dire qu'ils vont, le socle va devenir le matériau qu'il supporte. Si c'était une sculpture en bronze, ça va devenir un socle en bronze. C'est ainsi qu'on trouve par exemple des bronzes, des marbres, des grès, comme ici avec le grand soubassement en grès issu du musée Rodin de Meudon. Donc il y a des transferts. Et à ce sujet, Jean-Pierre Criqui, dans 6 remarques sur la sculpture de Vermeeren, présente dans ces termes ces transferts de matière en écrivant, je cite, « Dans la pièce de 85, le grès témoigne de l'absorption de la statue par son soubassement. La matière est mémoire. » Fin de citation. Et on pourrait dire, si je poursuis dans cette idée, que la mémoire est la matière de l'œuvre de Didier Vermeeren. Il crée une sorte d'écho permanent à l'histoire de la sculpture, une histoire qui est elle-même ponctuée de reproductions et de copies quand on pense aux nombreux tirages en bronze qui ont été effectués à partir des œuvres de Rodin. Dans le travail de Vermeeren, l'usage de bronze implique une sorte de transsubstantiation qui valorise la réplique de socle en la produisant dans une matière noble et coûteuse, généralement réservée à la sculpture, c'est-à-dire qu'on faisait les sculptures en marbre et les socles étaient de matière plus pauvre. Aussi, dans ces transferts, on rejoue les procédés du multiple, puisqu'on reproduit l'œuvre en bronze, comme on pouvait le faire à partir des plâtres d'Auguste Rodin. À travers l'utilisation du bronze, ce n'est donc pas seulement l'histoire de la sculpture qu'il cite, mais bien l'histoire des multiples, et dans un même mouvement, il soulève les questions de la copie et de l'original, en nous rappelant l'étrange formule linguistique que peut être la copie originale qu'on a pu évoquer ce matin. Formule que l'on applique par exemple aux bourgeois de Calais, puisqu'il y a 11 épreuves qui ont été coulées en bronze à partir du plâtre original réalisé en 1889 par Rodin. La démultiplication que permet la fonte fait qu'une même sculpture signée peut exister en différents lieux. La signature inscrite dans le modelage et dans le plâtre est reproduite au même titre que les autres empreintes, mais en tant que signature, elle introduit une valeur d'authenticité. On retrouve cette démultiplication de la valeur d'œuvre originale dans le travail de Didier Vermeeren, lorsqu'il signe lui-même ses répliques de socle en tant qu'œuvre. Donc à partir de 84, il va toujours produire des socles, c'était un peu son leitmotiv. Il se met à les signer en tant qu'œuvre de Vermeeren. Il signe donc le modèle en terre qu'il produit en tant que réplique de socle. Ici, pour l'appel aux armes, comme vous pouvez le voir, issu du musée Rodin de Meudon. Ce modèle, il le moule afin de produire plusieurs épreuves, comme nous pouvons le voir avec l'œuvre intitulée « Sculpture, tirage de série ». Chez Vermeeren, les titres sont toujours très étudiés et nous pouvons noter ici qu'il confronte directement une sculpture au singulier à un ensemble multiple de 5 épreuves. Chacune de ces épreuves sont signées Didier Vermeeren, mais elles ne sont pas pour autant une sculpture autonome, puisqu'elles dépendent les unes des autres, de l'espace qu'il y a entre elles, non pas pour former un ensemble ou une installation, mais pour devenir une sculpture au singulier. Aussi, il est intéressant de noter qu'à partir du socle soutenant l'appel aux armes, Didier Vermeeren présente finalement plusieurs socles, puisque vous avez pu voir un dédoublement, et aussi des moules et des accumulations. Dans l'entretien issu du documentaire 123 plans sur la sculpture de Didier Vermeeren, l'artiste annonce au sujet de cette démultiplication de l'œuvre, je cite, « Mes sculptures renvoient à d'autres sculptures, d'autres sculpteurs, mais elles renvoient à l'intérieur même de mon travail, à d'autres sculptures dans mon travail. Donc il y a des renvois de sculpture à sculpture. » Fin de citation. Des renvois que l'on pourrait aussi nommer, et je me permets de le faire puisque c'est le sujet de la journée d'études, des renvois que l'on pourrait nommer des réemplois. Des réemplois que l'on va surtout observer donc, dans ce deuxième point à travers sa pratique de la photographie.
À la fin des années 80, début des années 90, il intègre un travail de photographie à sa démarche artistique. Il va ainsi photographier ses sculptures en jouant avec les moyens qu'offre la photographie pour reproduire les processus mis en place par les techniques de moulage. Alors, il avait une pratique de la photographie, d'archivage, déjà des socles qu'il répliquait, mais aussi de ses propres œuvres. Et on va voir que l'outil appareil photographique va vraiment s'immiscer dans son atelier pour produire différentes images. Alors l'image que vous avez sous les yeux est une image, une photographie réalisée au sein d'une exposition de la Villa d'Arçon. Et il s'agit déjà, avant de parler du réemploi photographique, il s'agit déjà d'un réemploi, puisqu'il s'agit d'une œuvre intitulée « Collection de solides 1978-1985 » qui rassemble des œuvres faites entre 1978 et 1985 qu'il a pu présenter de manière autonome, mais qu'il choisit ici pour la Villa d'Arçon de présenter en tant qu'ensemble et en tant que nouvelle œuvre, puisqu'il la renomme. Pour marquer ce réemploi aussi, il va le photographier. Et il s'agit là vraiment de la première œuvre photographique de Didier Vermeyren qu'il assume et qu'il intitule et expose en négatif, en jouant donc de cette bipolarité qu'implique la photographie dans cette image en négatif. On observe ainsi un retour sur le travail de sculpture et de moulage qui se construit lui-même dans le vide et le plein de l'empreinte, puisqu'on parle aussi en moulage de positif et de négatif. D'une certaine façon, il rejoue à travers la photographie les possibles retournements en intégrant l'espace d'exposition ou encore celui de l'atelier. Et ces techniques et cet appareil photo va lui permettre donc de produire des nouvelles formes. Comme nous pouvons le voir avec cette photographie réalisée à partir d'une œuvre déjà existante, ces chariots vides montés sur roulettes qu'il va photographier. Et grâce à une double exposition, il présente ces chariots tête bêche pour créer cette confusion sur le tirage. Le dédoublement qu'il pouvait réaliser donc avec les socles sur socle se retrouve ici reproduit dans la photographie. Il réemploie ses gestes de sculpteur pour créer cette image où l'espace est lui-même retourné en présentant le sol au plafond. Puisque la photographie va imprimer aussi l'espace qui entoure l'œuvre. Au sujet de cette photo, Didier Vermeyren annonce qu'il s'agit avant tout, je cite, d'une sculpture qui n'existe pas dans un lieu qui n'existe pas. Fin de citation. Alors bien que cette sculpture n'existe pas, il nomme tout de même cette image comme étant une sculpture, et l'on peut penser qu'il y a là un travail de sculpture photographique. Il est clair que la photographie rentre en résonance avec sa démarche de sculpteur. Elle poursuit ses recherches en dépassant les limites physiques que lui impose généralement la sculpture. La danse des socles, que vous pouvez voir ici, se construit sur ce système de surimpression photographique qui permettent de démultiplier les points de vue sur la sculpture, de la saisir presque entièrement. Alain van der Oswald attire notre attention sur ce besoin de saisir la sculpture qui semble nous échapper dans l'espace de l'exposition, mais encore plus dans les multiples références qui fondent l'œuvre de Didier Vermeyren. Il écrit, je cite, « La sculpture n'est jamais tout à fait saisie. Selon la mise en place, une part est toujours exclue de la possibilité explorée. Elle ne lui appartient qu'à titre de chose vue, donc aussi bien à peine vue. » Alors la volonté de saisir la sculpture nous amène à démultiplier les points de vue. La sculpture n'est plus statique, elle semble échapper à ses contraintes physiques pour montrer différentes facettes de ce qu'elles peuvent être en mouvement. Ces surimpressions photographiques donnent la sensation que la sculpture de Vermeyren se met à danser, tels des derviches tourneurs, tels des toupies qui se dégagent de la pesanteur durant le temps de la photographie, un temps suspendu au temps de pause, comme on peut le voir ici avec cette photographie intitulée « L'atelier à 4h du matin » qui a été réalisée avec un très long temps de pause. Comme s'il semblait vouloir enregistrer le moindre mouvement qui aurait pu animer cet atelier en son absence. Bien qu'il fasse référence ici à une œuvre de Giacometti,
le palais... Ah mais décidément, j'arrive jamais à tourner dans le bon sens. Le palais à 4 heures du matin. Cette photographie me renvoie plutôt à une œuvre dont me faisait plutôt penser en fait à l'œuvre de Bruce Nauman, Mapping the Studio, où il va filmer en son absence son atelier afin de cartographier donc son atelier à différentes heures de la nuit et selon différents angles. Il capte ainsi les moindres détails et on aperçoit de temps en temps un chat ou des mouvements de rats. Alors que l'atelier de Didier Vermeeren se réveille à peine, on cherche à saisir ce qui nous échappe dans l'ombre des moules, dans l'obscurité de la nuit qui se dissipe peu à peu. La photographie de Vermeeren me paraît être un travail autonome permettant au sculpteur de poursuivre ses recherches en dépassant les contraintes de la sculpture. On peut l'envisager en tant que réemploi puisqu'il se réapproprie des œuvres qu'il a réalisées auparavant pour créer une nouvelle forme de sculpture. Mais la photographie est également un moyen de poursuivre ses recherches afin de comprendre ce qui forme une œuvre, de saisir par l'empreinte lumineuse ce qu'il cherche à emprunter à l'histoire de la sculpture. Alors pour conclure, nous pouvons dire que Vermeeren, d'une certaine façon, s'intéresse au mal-aimé de l'histoire de la sculpture, puisqu'il va hausser le socle et exposer les techniques du moulage en présentant directement les moules qu'il a réalisés. Avec Vermeeren, le moulage devient le sujet de la sculpture au même titre que le socle. Il ne s'agit pas simplement d'un moyen lui permettant de produire une sculpture, mais d'une technique qui l'interroge de manière à révéler ses secrets d'atelier, d'exposer ce qui restait dans l'ombre d'un savoir-faire souvent mal considéré. Nous avons pu observer avec les exemples présentés dans cette étude les nombreuses références qui lient Didier Vermeeren à l'œuvre d'Auguste Rodin. Nous savons par exemple que Rodin avait lui-même un usage singulier du moulage qui lui permettait de répéter une forme pour constituer un groupe, comme c'est le cas avec les 3 ombres qui reprennent le modèle de Rodin ou encore les 3 faunesses que vous avez sous les yeux. L'œuvre de Rodin s'est construite à travers la pratique du multiple. Et Rosalind Krauss, dans son texte « Sincèrement vôtre », nous énonce de la sorte la logique qui sous-tend ce modèle de production. Elle écrit, je cite, « S'il peut et doit y avoir un plâtre, pourquoi pas 3? Et si 3, c'est ainsi pourrions-nous dire que le multiple devient le médium. » Fin de citation. Or, si le multiple est également le médium qui constitue l'œuvre de Vermeeren, on remarque que c'est autant par les techniques de moulage que par les moyens de la photographie. Ces techniques d'empreinte et de reproduction lui offrent à la fois les moyens de saisir ces formes et de les démultiplier. Si cet artiste a travaillé de manière quasi obsessionnelle sur cette forme qu'est le socle, il a fini par développer un ensemble, un système, pouvant se reproduire soi-même avec un travail photographique se nourrissant de ses sculptures et produisant parfois de nouvelles formes sculpturales. L'infini du réemploi s'infiltre au sein même de la démarche. Alors pour terminer et dire l'essentiel de ce que peut être la sculpture de Vermeeren, j'annoncerai qu'il s'agit d'une sculpture dont la matière est la mémoire, dont le médium est le multiple, et qui égare le spectateur dans un système qui s'auto-alimente de ses propres productions. Plonger dans l'œuvre de Didier Vermeeren, c'est glisser entre 2 miroirs parallèles et se perdre dans l'immensité des références, dans l'infini de la copie et des réemplois. L'œuvre devient alors un ensemble, une variable, qui elle-même fluctue selon les expositions, les points de vue et les espaces qui l'accueillent. Voilà des variations qu'on aura peut-être l'occasion d'envisager avec la 3e journée d'études qui portera donc sur écart et variation. Merci. Merci beaucoup.